Hey, salut tout le monde, bienvenue sur le podcast. Cette semaine, c'est Sarah, Ossé et Jay qui vont avoir l'honneur d'animer cet épisode. Cette semaine, encore une fois, là, on est super choyés d'avoir rencontré la première femme sur le podcast ever. Donc, il était temps, j'avais hâte. Donc, on a eu le plaisir de rencontrer Fanny Truchon, qui est présidente là, de chez Créaforme. On a pu un peu parler de son style de gestion, de son rôle en tant que présidente, puis un peu des embûches là, qu'elle a eues à travers son parcours, puis comment elle a roulé avec ça. Ouais, puis Fanny, vous allez voir, elle a de la drive. Là. Elle n'en manque vraiment pas. Là. C'est un modèle assez exceptionnel à voir. Là. Je pense que je ne veux pas vous voler le punch, là, mais vraiment une excellente entrevue. Puis pour avoir travaillé chez Créaforme, rapidement, là, dans le fond, Créaforme, c'est une compagnie qui font des scanners 3D. Fait que le but, c'est pour ce qu'on appelle du GD&T. C'est pour du tolérancement géométrique. Puis ça, il y en a énormément à Québec en passant. Fait que c'est vraiment cool. Puis les autres, dans le fond, ils scannent, ils vont regarder, voir, admettons, s'il y a des déviations par rapport à le modèle théorique qu'ils avaient fait. Puis ça va permettre notamment de faire, admettons, du contrôle qualité beaucoup. Fait que c'est une super belle entreprise qui ont genre 800 employés. Là. C'est quand même assez crazy. Là, genre. Puis elle, c'est la CEO. Là, genre, she's right on top. Puis, girl boss. Ouais. Elle gère. Pour gérer, là, elle gère. Puis vraiment, là, elle a une approche en full horizontale avec ces trucs. Là, elle est super, vraiment pas prétentieuse. Elle s'implique full dans la communauté. Là. Fait que vraiment une entrevue assez exceptionnelle. On n'en voit pas beaucoup là, quand même des personnes comme ça. Là. Des personnes, une personne vraiment inspirante. Ouais. On espère que ça devienne une ambassadrice génie UL. Ouais, on la garde dans nos contacts. Super. Hey, fait que bonne écoute tout le monde. Bonne écoute! OK, ça tourne. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, cette semaine, podcast numéro, je pense, 15. Fait qu'on reçoit quelqu'un de super spécial, Fanny Truchon, présidente de Créaforme. Vraiment une personne absolument exceptionnelle. Vous allez avoir la chance d'en apprendre plus durant l'épisode. Je pense que je vais briser en fait, j'ai oublié de mentionner aussi, c'est notre premier podcast avec nos deux filles de Génie UL. Je laisse vous présenter juste rapidement. Allô tout le monde! C'est Océane de Génuel. Excellent. Puis... Et moi, c'est Sarah-Ève de Génuel. Super. Fait en théorie, on est supposé avoir tourné un épisode pour tout le monde se présenter. On espère qu'il va être publié avant, mais ça reste à voir pour les questions de timing. Sinon, moi, je commencerai peut-être avec la première question, qui est notre question classique chez Entre Génie. Puis on aimerait ça savoir, Fanny, c'est quoi ton parcours? On commence tout le temps avec qu'est-ce qui t'a poussé à choisir l'ingénierie, ton école secondaire, ton cégep. Fait qu'on repart en long. On te laisse nous expliquer ça, raconter ça. Bon, ben merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu chez nous dans nos bureaux. Donc, mon parcours, moi, moi, je suis une petite fille de Québec. J'ai été à l'école Marguerite Diouville. J'ai toujours été naturellement bonne dans les sciences. Fait que, tu sais, pour moi, penser à aller étudier dans les sciences, c'était naturel. J'ai fait mon cégep en sciences pures. Dans ce temps-là, c'était sciences pures. Et quand ça a été le temps de choisir un peu à l'université, je n'étais pas trop certaine, mais j'avais décidé que j'allais faire une carrière en recherche. Fait que je suis partie, j'ai commencé mon bac à l'Université Laval en biochimie. Et puis, c'était super intéressant, les sciences de la nature, c'était super intéressant, mais j'ai vite vu que je ne fitais pas du tout dans ce type de carrière-là. Mais comme à l'Université Laval, là, les pavillons sont combinés, j'ai commencé à côtoyer des gens qui étudiaient en génie. Puis moi, comme je suis allée à une école de filles, comme j'avais personne dans ma famille qui avait étudié en génie, je savais pas c'était quoi le génie, honnêtement. Mais quand j'ai commencé à côtoyer des gens qui étudiaient en génie, j'ai dit « OK, clairement, c'est ce que je veux faire dans la vie ». J'ai fait mon changement de programme et j'ai commencé à ce moment-là en génie chimique. Puis là, j'aimerais ça vous donner une super bonne réponse pourquoi j'ai choisi le génie chimique. La réalité, c'est que j'avais fait tous mes gros cours de chimie en biochimie, puis j'allais perdre moins de temps. Fait que ça a été ça mon gros choix de carrière éclairé, mais je m'étais un peu convaincue, comme beaucoup de monde m'avait dit, tu sais, dépendamment de ce que tu veux faire à la fin, tu sais, il y a beaucoup d'opportunités, tu sais, indépendamment du génie que tu fais, à part certains génies là, qui sont, tu sais, beaucoup plus spécialisés en termes de carrière. Fait que c'est comme ça que je me suis ramassée en génie. Moi, au milieu de mon bac, j'ai décidé d'aller terminer mon bac à Polytechnique pour des raisons personnelles, parce que j'adorais l'Université Laval, ça n'avait rien à voir avec ça. Et puis, pendant mon bac, j'ai été recrutée pour aller travailler chez Procter & Gamble, dans une de leurs usines de fabrication à Belleville, en Ontario.
Donc, je suis partie là-bas avec, honnêtement, l'intention d'aller là 1 an ou 2, mettre ça sur mon résumé, apprendre le domaine manufacturier un peu plus. Puis, finalement, j'ai vraiment adoré ça. Je suis restée 15 ans. Fait que moi, mes enfants sont nés là-bas. On a été là longtemps. Puis après ça, je suis revenue au Québec. J'ai fait un peu de consultation. J'ai été chez Louis Garneau. Puis il y a 12 ans maintenant, je me suis joint à Créaforme. Au moment que je suis venue ici, c'était comme VP opération. Moi, j'avais vraiment fait une carrière au niveau manufacturier, au niveau opération. Puis, c'est ça, en 2018, quand le dernier des fondateurs ici, qui était président à ce moment-là, a pris sa retraite, j'ai pris le rôle de présidente chez Créaforme. Wow, c'est un super parcours, là. Je pense que c'est vraiment inspirant là, de voir comment tu as monté les échelons, puis c'est vraiment beau à voir. Est-ce que tu avais des perceptions ou des espèces de stigmas par rapport à l'ingénierie, sachant que tu n'as pas vraiment quelqu'un dans ta famille qui était là-dedans? Comment tu percevais ça, l'ingénierie, avant de rentrer là-dedans? Là, vous avez pensé que je suis née en 1930, là, mais honnêtement, j'avais vraiment peu d'idées de qu'est-ce qu'une carrière en ingénierie, ça pouvait être. On a une idée d'un ingénieur civil, ça fait des ponts. J'étais vraiment dans la base là, de l'ingénieur mécanique qui fait des chars. Oui, c'est ça, exactement. non, mais c'est ça, j'étais vraiment dans la base. Puis moi, dans mes expériences avec des orienteurs ou les différentes choses qu'on fait au secondaire, puis tout ça, ça l'avait même jamais ressorti, l'ingénierie. Je repense à ça aujourd'hui, je me dis, ça n'a pas de bon sens. C'était comme, t'avais des bonnes notes, va en médecine. Bon, OK. C'était ça qu'on m'avait dit, ou à peu près, là. Fait que tu sais, c'est vraiment plus quand je voyais un peu le type de personnalité que je voyais en génie, où est-ce que j'ai dit, ça ressemble beaucoup plus à moi. Là, je me suis informée un peu plus, puis c'est à ce moment-là que j'ai dit, je pense que c'est un bon choix pour moi. Il restait quand même que, tu sais, il y a tellement de choses que tu peux faire comme ingénieur, qu'il y avait quand même une grosse part d'inconnu pour moi qui me disait, je vais faire quoi dans la vie une fois que je vais avoir une bague dans mon petit doigt, là? Ça, c'était pas tout à fait clair pour moi. Puis moi, j'avais fait le choix de pas faire des stages en génie. J'avais une job, tu sais, j'étais partie de chez mes parents, j'avais une job super payante l'été, j'étais représentante. Je faisais beaucoup d'argent l'été, ça me permettait de payer pour mes études. Fait que j'avais pas travaillé en génie. Fait que quand j'ai commencé mon travail, là, je suis partie en Ontario, dans une grosse usine de 1600 personnes. Ça avait de l'air vraiment super, mais c'était je me suis un peu lancée dans l'inconnu, le milieu manufacturier. C'était quelque chose que je connaissais pas. Puis honnêtement, je suis complètement tombée en amour, moi, avec le milieu manufacturier. Puis c'est dans cette lancée-là que ma carrière est restée pour le reste du temps. J'étais vraiment à ma place. Je suis sûre que j'aurais pu être heureuse à faire d'autres choses, mais je suis vraiment contente du choix que j'ai fait. Puis en génie chimique, là, tu dis que tu es rentrée là un petit peu en disant, je vais avoir le plus de cours crédités, puis tant mieux. Là. Y a-tu eu un déclic que tu t'es dit, tel cours où ça faisait, après 1 an, des fois, on n'est pas sûr jusqu'à temps qu'on fait des stages. Pour ma part, ça a été ça, j'étais en génie civil, puis j'étais pas vraiment sûre jusqu'à temps d'avoir fait un stage. Fait que pour toi, ça s'est-tu passé comme ça? T'as dit que t'as pas fait de stage. Y a-tu un moment que tu t'es dit, j'aime ça, je vais pas changer, puis je suis à ma place, à l'université, mettons? Moi, j'adorais l'école. Okay? Moi, je suis une fille, j'aime ça. Moi, à ma retraite, là, je vais retourner à l'université. J'ai comme 8 affaires que j'aimerais étudier. Mais, tu sais, clairement, quand j'ai commencé mes cours en génie, j'ai vite vu que ça allait chercher mes forces. Tu sais, j'aimais beaucoup les mathématiques, j'aimais, tu sais, l'intégration de concepts mécaniques, tu sais, physiques avec les mathématiques puis tout ça. Fait que pour moi, ça a été beaucoup les cours puis les labs qui m'ont, tu sais, qui m'ont dit, oui, je suis vraiment à bonne place. Puis c'est pour ça que je me suis pas, j'étais pas en questionnement du tout. Puis c'est pour ça que j'ai comme dit, OK, je pense que je vais pas faire de stage, puis ça sera ça. Il y avait des raisons économiques à ça aussi, mais tu
Tu sais, je trouvais que je me suis retrouvée tout de suite dans ce qu'on étudiait, puis je me suis dit, OK, je suis à ma place, je me questionne plus là-dessus, puis advienne que pourra, let's go. Mais c'est vraiment cool. Puis si on peut parler, je sais pas si il y a quelque chose en particulier, mais l'opportunité que tu as eue avec Procter & Gamble, ça a l'air super le fun, puis d'aller en Ontario, au Canada anglais, c'est vraiment formateur, puis tout. C'est arrivé sur toi, ça t'est tombé dessus comme Non, ben ils ont fait un processus de recrutement. Okay. Ils recrutent, là, je sais pas c'est quoi leur pratique de recrutement présentement, là, mais tu sais, à ce moment-là, ils faisaient du recrutement à Laval, à Polytechnique. Moi, quand je suis arrivée là-bas, on a commencé à faire du recrutement à Laval. J'ai fait longtemps du recrutement à Laval pour Procter & Gamble. Puis c'est ça. Dans le processus de recrutement, j'ai été sélectionnée. C'est sûr que c'était un peu c'était une belle aventure là, pour moi de partir en Ontario. Je pensais vraiment pas que j'allais rester longtemps comme ça parce que, bon, j'aime bien mon petit Québec. J'aimais Montréal aussi, j'aimais Québec. Mais, tu sais, j'ai vraiment adoré l'expérience d'aller, tu sais, je vais dire dans une culture différente, mais tu sais, c'est une culture différente pareil. Tu es en Ontario, dans le Canada anglais, dans un endroit beaucoup plus petit, tu sais, Belleville, c'est pas une grosse place. Puis, tu es à une école manufacturière, ils ont vraiment des super beaux systèmes manufacturiers. Tu sais, pour moi, j'ai extrêmement appris. Puis Procter & Gamble a un système où est-ce que tu changes de rôle régulièrement. Fait qu'ils sont vraiment dans le développement des talents de management. Fait que tu changes de rôle à peu près aux 2 ans. Fait que tu sais, j'ai fait des rôles ultra techniques, j'ai fait de la gestion de projet, j'ai fait évidemment de la gestion de production, d'opération, j'ai voyagé beaucoup. Tu sais, ça a été vraiment une expérience exceptionnelle. Est-ce que c'est dans cet emploi-là un peu que tu t'es décidé d'aller dans des postes de gestion ou tu as dit que tu as fait un peu plein de postes différents? Est-ce que ça t'a un peu allumé? Est-ce que ça a été là le déclic que c'était ça que tu voulais faire? Ben, tu sais, ça s'est imposé, ça s'est imposé un peu tout seul, tu sais. Comme beaucoup de gens qui se ramassent dans des postes de gestion, j'ai toujours été quelqu'un de beaucoup impliqué à l'école. J'ai été présidente de mon école. Bon, ça, c'était quelque chose qui était naturel dans ma personnalité. Puis, on travaille de la même façon qu'on est avant de commencer à travailler. Fait que, tu sais, rapidement, j'ai commencé dans un poste assez technique, mais rapidement, bon, il y a eu un départ, fait que là, bon, j'ai pris la gestion de l'équipe. Puis après ça, tu sais, les gens m'ont reconnu, tu sais, à une capacité de leadership. Donc, ça s'est imposé, puis ma carrière a évolué dans ce sens-là. Puis clairement, c'était ce qui m'allumait le plus, là, c'est clairement. Pour moi, je voulais quand même rester proche du technique. Je me sentais... pour moi, c'était important de bâtir ma crédibilité, ma crédibilité technique, puis d'être capable d'avoir une espèce de positionnement où est-ce que les gens, ils disent « Ah, ben, si Fanny a dit ça, ça doit être vrai parce que Fanny, elle comprend puis elle a fait ses devoirs. » Fait que ça, pour moi, c'était important. C'était probablement plus important encore parce que j'étais une femme. Évidemment, on n'avait pas beaucoup de femmes à l'usine. En plus, j'étais une femme francophone. J'étais une des premières francophones. Ils venaient de commencer à recruter. Donc, pour moi, c'était important. Donc, j'ai quand même essayé de garder pendant plusieurs années un aspect technique de mon rôle. Puis là, bon, à un moment donné, c'est sûr que quand tu viens avec des plus grosses équipes, ben, t'as un peu moins les mains dedans, là. Mais ça te permet quand même de bien comprendre les contextes, de poser des bonnes questions, d'aller approfondir un peu les sujets que tu parles. Mm-hmm. Mais si on peut revenir sur... tu dis que tu es la première francophone dans une usine. Comment c'était pour toi? Moi, c'est quelque chose qui m'intéresserait vraiment beaucoup d'aller travailler au Canada anglais. Mais c'est sûr, avec une petite retenue de me dire, ben là, moi, je fais toutes mes études en français. T'arrives dans un milieu qui, t'as pas le vocabulaire technique du tout. C'est-tu pour toi, ça a-tu été un défi ou, de t'intégrer puis de comprendre un peu le fonctionnement, mais dans une autre langue, puis une autre langue que, dans le temps, c'était peut-être moins enseigné aussi que pour nous, là, maintenant, à l'école, qui est un petit peu plus présente, là, je dirais? Ben, dans le vieux temps, là. Non, moi, j'ai fait mon cégep à Saint-Laurent. Ah, OK. Mais, tu sais, je me serais qualifiée de bilingue quand je suis partie en Ontario.
Puis après, elle est arrivée là à peu près 3 semaines. J'aurais jamais utilisé ce terme-là parce qu'en effet, tu arrives dans un milieu de travail anglophone. C'est pas juste la langue, c'est les noms qu'ils utilisent pour décrire, les acronymes, le nom des outils, le nom des équipements. Tu as tellement d'affaires à apprendre. Puis là, par-dessus ça, tu rajoutes la complexité de la langue. Moi, je finissais mes journées, là, j'avais le cerveau en compote. Je travaillais vraiment fort. Puis on avait comme une espèce de gros logiciel de formation, tu sais, avec toutes les schématiques. Je ne sais pas si ça se dit en français, là, mais avec tous les dessins des équipements. J'étudiais ça chez nous là, pour être capable de m'en souvenir. Fait que oui, j'ai ça que j'ai travaillé fort, mais moi, j'ai été reçue avec juste de l'admiration. Fait que les gens avec qui je travaillais, quand je posais une question ou je l'hésitais, puis je me gênais pas pour dire c'est quoi encore, c'est quoi le mot, c'est quoi. Puis là, le monde était tout, c'est ta deuxième langue, c'est tellement formidable que tu parles anglais. Les gens étaient super aidants. Fait que moi, ça a été, c'est sûr que j'ai dû travailler fort pour apprendre ces choses-là, probablement plus fort que si ça avait été en français, mais j'ai tellement été reçue avec beaucoup d'admiration puis de respect là-dedans que ça s'est super bien fait, puis je regrette tellement pas cette expérience-là, vraiment. Puis j'ai beaucoup aimé travailler dans le Canada anglais, des valeurs qui sont quand même différentes, très communautaires. La religion est un peu présente, mais pas une religion qui est... c'est pas une religion qui est imposante ou qui est... mais ça crée quand même des choses qui sont un peu différentes de ce qu'on vit au Québec. Mm-hmm. C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis moi, il y a comme... je vois ça de la même manière que les autres. Moi, je suis admiratif quand j'entends tout ça. C'est vraiment incroyable. Puis moi, ce qui m'attrait le plus dans ton approche, c'est vraiment le fait de combler le technique en premier pour ensuite aller dans la gestion de projet. Puis je me demandais, tu parlais beaucoup de crédibilité. Puis tu sais, je suis 100%, 1 000 000% d'accord que, tu sais, être une femme, ça rajoute un niveau de complexité. Mais tu sais, je pense que pour tout le monde, il y a comme un point... Je me demande, en fait, il est où le point où est-ce qu'on se dit qu'on a atteint une certaine crédibilité? Toi, y a-tu des événements clés où est-ce que tu t'es dit, OK, tel projet, mettons, j'ai eu à faire une intervention, on a changé selon mes interventions, puis ça a été un succès, ou ben, tu sais, est-ce qu'il y a des moments clés comme ça que tu te rappelles? S'il n'y en a pas, il n'y en a pas, mais... Ben, tu sais, c'est sûr que ça se fait un peu graduellement, là. Tu sais, je suis pas capable de te dire, ah oui, en 1998, à 7h15 le matin, tu sais, ça se fait graduellement. Où est-ce que tu vois que dans les rencontres, quand tu réponds à une question ou tu proposes quelque chose, ils te regardent juste toi. Tu sais, ils ne regardent pas les autres à côté. C'est ça, pour moi, c'est déjà un gros indice. Quand les gens te posent la question, tu réponds, ils te regardent juste toi, puis après ça, ils ne reposent pas d'autres questions. Tu sais, pour moi, ça a été ça. Ça a été aussi dans les rôles qu'on m'a offerts. Ça a été la façon que mes équipes m'accueillaient. Tu changes de rôle, puis les équipes sont contents que tu arrives. Ils sont contents, tu sais. Quand tu vas gérer une équipe, les gens, ils cherchent pas des amis, là. Ils ont leurs amis. Ce qu'ils cherchent, c'est quelqu'un qui va les aider à faire avancer le travail qu'ils ont à faire, qui vont les aider à faire avancer eux autres. Fait que, tu sais, graduellement, tu vois que ça, c'est en place. Les gens ont confiance en toi. Puis, tu sais, des fois, tu sais, quand on parle d'avoir une profondeur technique, ça se peut que tu arrives dans un nouveau rôle où est-ce que tu n'as pas la profondeur technique spécifique à ce rôle-là, mais tu sais, tu as bâti, ta crédibilité, puis aussi ta confiance en toi. Hein? Parce que des fois, ta crédibilité, c'est avec toi-même, là, c'est avec la confiance avec laquelle tu arrives. Fait que, tu sais, j'ai constaté graduellement que ces choses-là se mettaient en place. Donc, tu sais, moi, ça me donnait ma confiance, puis tout ça, ça fait que la spirale, elle va du bon bord. Là. Mm-hmm. Ben, parlant de ça, de confiance en toi-même, là, on voit beaucoup de jeunes femmes qui sortent de l'université, puis là, on parle beaucoup du syndrome de l'imposteur. Ça rentre un peu avec la confiance en toi, puis comment tu te perçois toi-même là, au travail. C'est-tu quelque chose que tu as expérimenté en début de carrière ou que tu expérimentes encore? Là? Ça se peut des fois... Tu sais, la bonne réponse serait ben non. Mais la vraie réponse, c'est ben oui. Puis tu sais, s'il y a des gens qui n'ont jamais expérimenté ça,
Ben, c'est soit qui se le sont pas L'ignorance avoués. double. Ils sont dans la caverne. Oui, c'est ça. C'est soit qu'ils se le sont pas avoués parce que, tu sais, nécessairement, si tu as la chance d'avoir une carrière dans laquelle tu as, tu sais, je vais dire du mouvement, là, tu sais, puis pour moi, du mouvement, c'est pas changer de job, ça peut être changer de rôle, ça peut être avoir des nouveaux projets, tu sais, du mouvement dans ta carrière, puis, tu sais, c'est ce qui rend ça intéressant aussi, d'avoir du mouvement dans ta carrière. Puis, tu sais, une chose qui est très mobilisante dans ta carrière, c'est justement d'aller faire des choses que tu maîtrises moins. Tu sais, fait que tu as toujours, ce qui est le fun, tu arrives, tu te dis, bon, peut-être que 70% de ce que j'ai à faire, je le maîtrise, puis j'ai beaucoup à apporter. Puis il y a 30% que j'ai beaucoup à apprendre. Donc, je vais essayer de combiner tout ça puis amener du plus. Fait que c'est certain que, bon, je vais, tu sais, quand j'ai commencé à voyager à l'international, là, je faisais de la gestion de projet technique. On faisait de l'installation. Nous, nos convertisseurs, moi, je faisais des serviettes sanitaires, hein, c'est excitant. Mais c'est de la super belle technologie. C'est très haute vitesse, tu sais, un paquet de servomoteurs, beaucoup de systèmes de vision, de colle. Très intéressant comme procédé. Puis, on avait des usines qui avaient exactement les mêmes technologies que nous. Fait que quand on installait un projet, nous autres, on allait l'installer aux États-Unis, au Mexique, en Allemagne, puis au Japon. J'ai accroché le micro. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas Je l'ai grave. accroché. On continue. Fait que, on allait toutes ces usines-là, puis au Japon. Fait que là, c'est sûr que, tu sais, bon, t'arrives, t'es au Japon. J'avais de l'air d'avoir à peu près 19 ans. Là, c'est sûr que t'as besoin de te relever les épaules puis de dire, bon, c'est correct, moi, je sais ce que je fais, je suis capable de leur montrer, mais tu sais, là, t'arrives dans un aspect culturel que tu connais pas, puis tu sais, dans des usines, s'il y a juste s'il y a majoritairement des hommes au Canada, je peux vous confirmer qu'au Japon, il n'y avait que des hommes, là, tu sais. Donc, c'est ça. À ce moment-là, tu sais, j'ai eu des projets comme ça. C'est certain que quand j'ai eu mon rôle de présidente, pour moi, c'était quand même un gros pas. Puis même quand je suis arrivée ici comme vice-présidente aux opérations, moi, j'ai adoré Créaforme. Ça a été une histoire d'amour complète. Puis, tu sais, j'ai graduellement pris plus de place, plus de responsabilités. Puis peut-être après un an ou deux après l'acquisition, mon président en place me dit, tu sais, Fanny, je ne serai pas encore ici 10 ans. Puis je pense que tu serais ma relève. Je pense que tu serais une bonne personne de ma relève. Puis c'était pas quelque chose qui m'avait vraiment traversé l'esprit. Donc, je me suis mis à penser à ça. J'ai dit, ouais, je pense que je serais capable de faire ça. Mais tu sais, je voyais plein d'endroits où est-ce que j'avais pas énormément d'expérience. J'avais pas vraiment géré des équipes de vente. Moi, c'était la portion, tu sais, R&D, opération, service à la clientèle, tout ce qui est la partie finance, RH, tout ça, zéro stress. Mais quand on tombait dans vraiment, tu sais, les ventes, le marketing, la génération de pipeline, toutes ces choses-là, moi, j'avais pas beaucoup d'expertise là-dedans. Fait que finalement, le processus s'est fait, j'ai eu le rôle, là, puis là, il fallait que je me parle en disant, regarde, je suis capable de faire ça, j'ai des gens intelligents autour de moi qui me supportent dans mon rôle, qui vont me supporter, qui me laisseront pas faire des erreurs, qui vont me conseiller, puis, mais c'est clair que, tu sais, j'ai quand même vécu ça un peu. Et puis moi, rapidement, là, je trouve... on voit à quel point tu es travaillante, puis je trouve on peut ne que admirer ça, honnêtement, c'est vraiment incroyable. Puis souvent, tu sais, on a reçu quand même au podcast des personnalités qui sont similaires à toi, tu sais, du monde typiquement qui aime beaucoup, beaucoup travailler. Puis un des aspects, en fait, qu'on adore aborder au podcast, c'est comment est-ce qu'on concilie ça avec, pas concilier, mais comment tu fais pour faire retomber la poussière? Tu sais, des fois, on peut pas l'accumuler tout le temps jusqu'à temps que ça explose. C'est quoi les mécanismes que tu as mis en place au travers de ta carrière qui te permettent de autant rester productif? Puis je trouve, tu sais, rayonnante, tu sais, je te vois souriante, je te vois super enjouée, tu sais. Il y a quelque chose à quelque part que tu fais qui est une recette vraiment bonne. C'est vraiment une bonne question parce que je trouve que c'est un élément super important dans la capacité de faire croître notre carrière, c'est d'apprendre d'apprendre à être capable de mettre la switch à off, là. Puis ça, c'est super important. T'sais, moi, quand je vais en vacances, là, c'est très rare que j'ai pas au moins une bébelle à gérer par jour, tu sais. Fait que là, ça peut pas me reprendre, une journée et demie pour me déposer, sinon j'aurais jamais de vacances. Fait que c'est certain que moi, c'est quelque chose que
qui s'est développée. Tu sais, je suis une personnalité un peu intense, je suis très énergique, je suis bien passionnée dans ce que je fais. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'au début de ma carrière, j'étais tout le temps on, là. C'est comme, je travaillais beaucoup, j'avais de la misère à parler de quoi que ce soit d'autre que le travail. Puis, tu sais, on apprend à me mener à dire, bon, ben ça, je le mets dans ma boîte, je ferme ma boîte, il n'y a rien que je peux faire pour tout de suite, puis je le reprendrai, que ça soit demain, que ça soit la semaine prochaine, que ça soit cet après-midi. Puis de dire, regarde, advienne que pourra, il n'y a rien que je peux faire pour tout de suite. Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose, tu sais, il faut qu'on développe ces stratégies-là. Puis là, tout se complexifie en vieillissant. Tu sais, si on a des enfants, moi, j'ai des enfants, tu sais, là, tu rajoutes dans ta boîte mentale ta charge familiale, tu rajoutes ton travail, tu sais, tout ça, ça s'accumule. Fait que, tu sais, c'est important de penser, de penser à nos stratégies. Fait que moi, c'est certain que j'essaie de faire, tu sais, des espèces de coupures. Moi, je suis une fille qui écoute bien gros des livres audio. Avant, je faisais beaucoup de podcasts, là, je suis dans les livres audio. Fait que moi, quand je pars du bureau, je mets mon livre audio, puis ça m'aide à... Là, j'écoute, puis là, je veux pas vous décevoir, là, mais tu sais, je lis des romans, là. Ben, je les lis pas, je dis que je les lis, mais je les écoute. Quel genre de roman, justement? Moi, a des j'aime exemples. des romans policiers. Oh. Mais pour moi, c'est quand même un peu si je... Tu sais, j'écoute mon roman, mais c'est comme si je m'installais devant Netflix pour une demi-heure. C'est pas ça que je fais. Tu sais, je suis en auto, mais ça m'aide vraiment à, tu sais, faire la coupure, arrêter. Ça prend mon espace, tu sais, mon espace de cerveau, puis je suis l'histoire, puis je trouve ça bien, bien intéressant. C'est sûr que j'essaie, tu sais, j'essaie de rester active. Je suis au gym, je fais du vélo de montagne, on fait du ski alpin l'hiver, on fait du ski de fond. Tu sais, j'essaie de rester active. C'est pas facile avec les horaires qu'on a, mais tu sais, moi, ça fait partie de ma routine de rester saine. Puis, j'ai la chance d'avoir maintenant, tu sais, 2 gros toutous. Nous autres, on est du monde de chiens. Fait que je marche beaucoup mes chiens. Fait que ça aussi, je pars, je mets mon petit livre audio dans mes oreilles, je pars avec mes 2 gros toutous, puis je vais marcher, puis il n'y a plus de problème dans le monde quand je fais ça. Fait que ça, c'est important, puis c'est important de développer ça parce que, je veux dire, plus ça va, plus tu accumules de plus en plus de responsabilités, de stress potentiel, etc. Bien, on peut parler, là, te mentionner rapidement, tu as des enfants, tout ça. C'est aussi un autre sujet qui revient souvent là, dans une femme qui va devenir carriériste, là, qu'on veut atteindre des gros postes. La conciliation travail-famille, c'est quelque chose quand même qui est, ben, en tout cas, pour moi, personnellement, qui est stressant là, de voir ça arriver. Y a-tu des choses qui sont arrivées, des défis que tu as dû surmonter ou des trucs que tu t'es fait, comme tu dis, pour pouvoir vraiment concilier ça, puis avoir une vie familiale, mais quand même rester productive au travail. Là. Absolument, puis je suis vraiment contente que tu poses la question parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on ne parle pas assez. Moi, j'ai fait des choix quand même assez tôt, à un moment dans ma vie où est-ce que j'avais pas beaucoup de moyens financiers. Ben, pas beaucoup. Ça allait très bien, là. Je suis dans Centraide, fait que je veux faire attention quand je dis pas beaucoup de moyens financiers, mais, tu sais, c'était quand même le début de ma carrière. Mm. J'ai fait rapidement un choix de me payer des services. Fait que moi, c'est quelque chose à intégrer dans ma vie très, très tôt. Premièrement, en Ontario, comme il n'y a pas les garderies, puis là, je me souviens plus, c'est quoi, on est rendu à quoi, 9 $, 10 $? Je me souviens plus. Ouais, ça passe tout le temps en nouvelle, mais on dirait que ça me passe par-dessus la tête assez vite. Un jour, tu vas le savoir. Ouais, c'est ça, mais pour le moment. Non, pour le moment. Je suis plus souvent stressé par un examen que le prix des garderies. Ouais, bon, tu gères bien tes priorités à court terme. Donc, tu sais, c'est sûr qu'en Ontario, le prix des garderies est très cher comparativement à ici. Parce qu'à cause des garderies subventionnées ici, ça n'existe pas en Ontario. En tout cas, ça n'existait pas dans mon temps, excuse-moi. Donc, moi, tu sais, pendant quelques années, j'ai eu une au-pair qui vivait chez nous. Ça, c'est quand même un choix, tu sais, déjà à faire. Puis ça me coûtait, tu sais, proportionnellement au salaire que je faisais à ce moment-là, c'était beaucoup d'argent pour moi. Mais tu sais, c'était un choix que j'ai fait. J'avais pas, tu sais, je travaillais sur des projets. Je me faisais souvent appeler la nuit. Nous autres, on était 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Fait que j'avais souvent allé à l'usine. Puis je voulais
je voulais pas me sentir tout le temps coupable par rapport à mes enfants, puis je voulais pas me sentir coupable par rapport à ma job tout le temps. Bon, je me sentais quand même souvent coupable par rapport aux deux, mais déjà, j'avais mis des choses. Puis après quelques années, j'ai eu c'était des dames, ça a été toujours des dames pour moi qui venaient à la maison. Moi, je faisais faire mes fins de journée, de 3 à 6 heures. J'ai fait ça en Ontario, puis j'ai fait ça quand je suis venue au Québec, jusqu'à temps que mon garçon Cédric, en secondaire 2, me dise « Maman, j'ai plus besoin de gardienne, je suis en secondaire 2. » Mais je dis, c'est pas pour toi la gardienne, c'est pour moi. Donc, j'avais, moi, des dames qui venaient chez nous, qui attendaient que les enfants descendent de l'autobus, qui préparaient le souper, qui faisaient faire une partie des devoirs. Fait que moi, si j'arrivais à 6 heures, puis il n'y avait pas de stress, tout était fait, j'avais pas à me sentir coupable. Fait que ça, c'est un choix que j'ai fait. C'était beaucoup d'investissement d'argent. J'étais surprise quand je suis arrivée au Québec de voir le peu de gens qui se mettaient des systèmes comme ça en place. Tu en vois très peu, comparativement à ce que je voyais en Ontario, alors qu'il y avait très peu de femmes dans mes milieux de travail. Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est important de faire ces conversations-là, puis de penser... c'est dans quel état d'esprit qu'on veut être pour la période qu'on travaille avec les enfants. Tu sais, on veut-tu commencer à être stressé tous les jours à partir de 4h30 parce qu'on veut pas être les derniers à ramasser nos enfants au service de garde? Ou on veut être capable d'avoir une certaine paix d'esprit puis tout ça. Là, tu sais, moi, je vous ai décrit ce que moi, j'avais mis en place, mais je veux dire, il y a plein de solutions potentielles. J'avais aussi mes parents qui étaient... Tu sais, quand je suis revenue au Québec, là, j'avais mes parents qui étaient pas trop loin, qui aidaient quand je voyageais, etc. Mais c'est sûr que moi, mes enfants, ils n'ont pas eu une enfance comme moi j'ai eu par rapport à ma mère. Tu sais, moi, ma mère, elle travaillait, mais elle faisait des muffins de maison, puis des biscuits, puis plein d'affaires. Puis quand j'arrivais à la maison, ça sentait bon parce qu'elle avait fait à souper. Je veux dire, mes enfants, moi, ils n'ont pas eu ça. Mon fils me rappelle souvent que je ne suis pas allée à la première journée du secondaire 1. J'étais pas là. J'avais une grosse réunion dont je ne pouvais pas me sortir. Puis ça, c'est une blague chez nous parce qu'il me dit toujours que ça a été un enfant abandonné, alors qu'il connaissait comme 80% des élèves. Toute sa classe de 6e année était, puis il était bien correct. Mais oui, mes enfants ont eu à apprendre à être autonomes plus de bonne heure compte tenu des horaires que j'avais. Puis, tu sais, je pense que ça les a aidés à devenir les personnes qui sont aujourd'hui. C'est drôle, je voudrais surenchérir un petit peu là-dessus, là, mais tu sais, dans le milieu de la médecine, souvent c'est des carrières énormément exigeantes. On parle de des gardes, justement, c'est le même concept un peu des 24 heures sur 24, puis c'est quelque chose qui est quand même commun, même si le monde n'en parle pas, ça se ramasse pas out there, je sais pas comment dire ça, là, mais c'est une pratique qui est commune, puis c'est à se demander pourquoi qu'en ingénierie, justement, ça s'est peut-être pas transposé, puis que là, on dirait qu'il y a comme, je veux pas dire un blocage, parce que personnellement, je suis pas assez... baigné dans le milieu, on va dire, pour me prononcer aussi fortement, mais il y a quand même, tu sais, le fait que tu le mentionnes puis tu dis, hey, c'est tellement important d'en parler, ben à quelque part, ça veut dire que nécessairement on n'en parle pas assez, là. Je pense que c'est culturel, tu sais, je pense que, tu sais, c'est sûr qu'au Québec, l'État fournit beaucoup de services, puis on a appris culturellement à se fier là-dessus, puis c'est super qu'on ait des beaux services comme ça, je trouve ça fantastique, sauf que des fois, les services sont pas toujours adaptés. Puis tu sais, là, je veux pas avoir de l'air de faire un gap générationnel, mais... tu sais, c'est certain que si tu veux avancer dans ta carrière, puis avancer, hein, pour moi, ça veut pas dire des titres, ou ça veut pas dire, tu sais, pour moi, avancer, c'est avoir accès à des choses intéressantes. Ben, ça prend du travail, ça prend une capacité d'intensité au travail. Tu sais, je parle pas de travailler 80 heures semaine, mais tu sais, ça prend à avoir la disponibilité émotive, la disponibilité mentale pour être capable de mettre ton effort au travail. Puis ça, ben, il faut qu'on ait un bon système de soutien autour de nous pour être capable d'avoir cette disponibilité-là puis cette intensité-là. Mais c'est drôle que tu en parles aussi, parce que chez nous, c'était ça aussi. J'ai eu 2 dames qui sont venues aider mes parents, puis c'est probablement la première fois que j'entends une autre personne dire ça. Moi non plus, j'ai rarement entendu ça. Puis tu sais, ça fait qu'à la fin, tu sais, mes parents, moi, ils arrivaient, comme tu dis, tout le souper est prêt, le lavage est fait, nos devoirs sont faits, ben
le temps qu'on passait ensemble, c'était bien plus du temps de qualité que, tu sais, eux qui devaient tout faire les tâches dans la maison. Puis je pense que ça nous a aidés, ça nous a rapprochés en tant que famille. Fait que je pense que, tu sais, si on a les moyens puis l'opportunité, là, d'avoir des gens comme ça, tu sais, moi, pour moi, ces deux madames-là, c'est comme un autre set de grands-parents, là, quasiment, là. Je suis super proche d'elles. Fait que, tu sais, d'avoir les ressources comme ça, je pense que ça a super aidé mes parents. Puis la relation familiale qu'on a, là, maintenant, là. Super, mais Fait c'est que- le fun ouais, que tu ben aies un c'est- exemple comme Ouais, c'est ça. vraiment le fun que tu Ouais. le partages, sérieux. C'est vraiment, vraiment le fun. Mhm. Puis aussi, je trouve, tu sais, je pense que là, les filles avaient fait une super, super bonne prep pour le podcast. Et puis justement, je pense que ça ferait un super beau pont vers ton engagement communautaire aussi, Mhm, Fanny, ouais. tu sais, vraiment. Fait que les filles, tu sais, je laisserais peut-être l'idée à ce niveau-là, mais c'est une petite remarque que je vais faire déjà en partant, c'est pour avoir fait un stage chez Créaform, justement, tu sais, c'est l'industrie 4.0 ici. Il y a un gym ici, il y a des pistes de course partout autour, tu sais, ils promouvoient énormément la vie active. Tout, tu sais, c'est vraiment un milieu de travail on sent qu'il y a une volonté honnête de participer au bonheur des employés. Puis, tu sais, ça passe aussi à travers justement une administration qui est très horizontale, comme on dit souvent maintenant, là, où est-ce que, tu sais, oui, tu as peut-être un pouvoir décisionnel plus élevé, mais je pense que tu prends énormément en considération tout ce qui est autour de toi. Faire un pont à travers tout ça, justement, ton engagement communautaire, la vision chez Créaform, tu dirais, tu sais, ça situe où, justement, ton engagement communautaire par rapport à toutes ces valeurs-là? Merci, Jérémy. C'était un beau. Ça me fait, ça me fait un beau bonheur ce que tu as décrit par rapport à Créaform, parce que c'est certainement, tu sais, c'est certainement la vision qu'on a de la culture qu'on veut avoir au travail. Tu sais, moi, tu sais, je vous le savez, les filles, tantôt, vous avez commencé en me vous voyant, j'ai dit, hey, s'il vous plaît, tutoyez-moi. Tu sais, moi, j'ai un travail à faire. C'est ça mon rôle. J'ai eu ce rôle-là parce que j'ai eu certaines expériences, compétences, etc. Mais tu sais, tout le monde a un rôle à faire. Tout le monde a l'opportunité d'avoir une vue d'une partie de la business, etc. Puis tu sais, c'est super important de créer un milieu de travail où est-ce que les gens peuvent non seulement faire les tâches ou les projets, mais être capable d'influencer puis participer aux décisions puis à la vision future. Fait que c'est sûr que pour moi, la première communauté dont je me sens responsable, avec bien d'autres membres, pas toute seule, c'est la communauté des employés de Créaform. C'est vraiment la plus grande communauté. Puis c'est probablement, moi, la chose qui m'anime le plus. On fait des produits exceptionnels, on sert des clients fantastiques, on fait des projets vraiment tripants, on développe des affaires. Mais à la fin de la journée, pour moi, ce qui est important, on est rendu à 800 employés. Hein? On a annoncé hier qu'on avait fait une grosse une acquisition. On est rendu à 800. Tu sais, il y a 800 familles dont, tu sais, la mère ou le père vient ici ou est à distance, là, peu importe, ou à son bureau à quelque part dans le monde, à chaque jour pour contribuer, retourne dans sa famille, amène un salaire. Tu sais. Pour moi, cet aspect-là, c'est ce qui me nourrit le plus, puis c'est ce qui me nourrit depuis le début de ma carrière. Tu sais, je le savais pas au début de ma carrière que ça allait être ça, mais pour moi, c'est vraiment l'aspect qui me nourrit le plus. Fait que, tu sais, la communauté qu'on a au travail, ben ça fait partie d'aider tous nos membres là, de continuer leur développement. Tu sais, comme être humain, il y a plein de choses qui t'aident quand tu es plus jeune, c'est ta famille, ensuite c'est l'école, tes amis, etc. Le milieu de travail, ça joue quand même un rôle important dans le développement des individus. Puis ça les amène souvent à s'ouvrir à d'autres choses qu'ils n'avaient pas vues peut-être dans leur famille, d'autres valeurs, etc. Puis là, j'enligne avec un petit peu plus le communautaire hors Créaform. C'est sûr que, bon, moi, je l'ai dit au début, je suis une petite fille de Québec. J'ai quand même été super choyée dans la vie. Mes parents n'étaient pas riches, mais on n'a jamais rien manqué. Je suis allée à l'école privée, j'ai fait du sport, de la musique. Je suis allée à l'université, j'avais de la facilité à l'école. Tu sais, je suis fière de ce que j'ai accompli, mais on va dire les vraies choses. J'avais des conditions gagnantes en partant, pas mal plus gagnantes que pas mal de gens dans la communauté. Donc, moi, ça fait vraiment plusieurs années que je m'implique avec Centraide. En fait, j'ai commencé en Ontario avec United Ways. Puis, tu sais, particulièrement dans les petites communautés en Ontario, l'aspect philanthropique est très, très développé. Plus qu'au Québec,
tant que tu le vois au niveau statistique que tu le vois au niveau culturel. Donc, depuis quelques années, je m'implique avec Centraide. Cette année, j'ai eu la chance, ils m'ont demandé d'être coprésidente de la campagne. Puis ça m'a encore donné plus accès à cette superbe belle organisation, mais encore plus accès à comprendre les réalités qui se passent dans notre communauté, dans notre grande communauté. Fait que tu vois, ça, c'est un exemple. C'est une des choses qu'on essaye de travailler à travers nos campagnes Centraide en milieu de travail. Puis pour moi, c'est pas à propos de dire aux gens « Ah, donnez, donnez, donnez ». C'est à propos d'aider à faire réfléchir les gens sur c'est quoi la place de la philanthropie dans votre vie. Pourquoi faudrait qu'on donne alors qu'on paye vraiment beaucoup d'impôts au Québec? Comment je pense à la philanthropie? Donc, tu sais, c'est un peu ça. Tu sais, ça, c'est un exemple de mouvement culturel qu'on essaye de faire à l'intérieur de notre entreprise. Puis ça, on va avoir une vraiment belle campagne cette année. Je peux pas vous dire, on va finir où, là. C'est un secret, mais on va vraiment avoir une belle campagne. Puis, tu sais, les gens sont vraiment au rendez-vous. Le cabinet de campagne, super dynamique, puis tout ça. Fait que, tu sais, pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui est après se développer très fort. Tu sais, je me ramasse, bon, évidemment, moi, les enfants sont partis de la maison, on a plus de moyens, on a moins de dépenses. Fait que, tu sais, moi, maintenant, donner plus de mon temps puis d'argent pour la communauté, c'est quelque chose qui commence à être vraiment très important dans ma vie, là. Est-ce que tu trouves que, justement, là, ton engagement communautaire, ça impacte ton rôle de gestionnaire? Est-ce que tu vois des choses dans ton rôle de gestionnaire que tu peux appliquer dans ton engagement communautaire? Ou comment les deux, ça se... Ah, c'est une bonne question, pas facile, par exemple. Tu sais, c'est certain que comme gestionnaire, quand tu as été gestionnaire avec des équipes relativement grandes, ben statistiquement, tu as eu la chance de voir plus de situations, tu sais. Puis rapidement, on voit que les gens vivent des choses. Il y a tellement de gens qui vivent des choses tellement difficiles qu'on n'aurait pas pensé au premier abord. Puis ça, c'est vrai en milieu de travail avec des gens qui ont des salaires, qui ont des salaires très décents, puis qui ont accès à des avantages sociaux, qui ont accès à du support aux employés, etc. Puis quand même qui se ramassent dans des situations de détresse ou de vulnérabilité très grandes. Fait que tu sais, c'est certain qu'un et l'autre s'impactent parce que tu développes une capacité, t'espères développer une capacité d'empathie puis de compréhension que dans notre société, il se passe toutes sortes de choses que les gens vivent. Puis nos systèmes gouvernementaux sont juste pas capables de fournir, surtout dans les premières étapes. Nos systèmes gouvernementaux, tant notre système de santé que nos systèmes d'aide, sont souvent là quand on est rendu vraiment dans le pétrin. On le sait, notre système de santé, quand tu es vraiment malade ou quand tu as un vrai accident, c'est fantastique. Je veux dire, si vous avez vécu quelque chose, vous êtes allé à l'hôpital ou un proche, écoute, notre système de santé est exceptionnel. Mais, tu sais, si t'as mal à une oreille, là, ça devient un peu plus compliqué de trouver un... Bon, mais dans notre société, on a plein de gens qui vivent de la détresse. On n'est pas encore arrivé à la crise complète, mais le manque de services fait qu'on laisse souvent ces gens progresser là vers la crise complète, qui peut être l'itinérance, qui peut être des problèmes de consommation, qui peut être plein de choses. Fait que, tu sais, c'est certain que, tu sais, pour moi, un et l'autre s'influence beaucoup, ouais. Puis on parle là, justement de développer de l'empathie puis tout ça, puis on dit souvent aussi que la femme, on a un petit peu plus de facilité avec ça, puis des relations interpersonnelles puis tout ça. Est-ce que tu penses que ça t'aide aussi dans des rôles que t'as comme ça, de justement être une femme, tu sais, pour une fois que c'est un avantage, on va le prendre, là? Mais absolument. Moi, je pense que je suis... Par rapport à moi-même, tu sais, là, je vais me comparer à moi, je suis une meilleure leader parce que je suis une femme. Là. Tu veux dire, ça n'a pas rapport. T'es pas un homme, t'es une femme. Mais tu sais, je pense que moi, ça m'amène des capacités puis des compétences. Je pense que d'avoir été une mère m'a aidé à être une meilleure leader et certainement une meilleure gestionnaire. Puis tu sais, t'as dit, mais ça, t'as dit pour une fois qu'il y a un avantage. La réalité, c'est que j'espère que...
j'espère que ça va se traduire comme ça pour plusieurs d'entre nous, de jeunes ingénieurs ou de jeunes gestionnaires. Mais moi, je pense que j'ai eu beaucoup d'avantages parce que j'étais une femme. Puis oui, j'ai eu certainement des choses qui ont été plus difficiles parce que j'étais une femme. Puis tu sais, quand je parle d'avantages parce que j'étais une femme, là, je parle pas d'avantages de quota ou de on va lui donner ça parce que c'est une fille. J'ai pas l'impression d'avoir vécu ça dans ma vie. Si j'avais pensé que j'avais vécu ça dans ma vie, j'aurais déchiré ma chemise. Je voudrais jamais avoir pensé que j'ai eu d'avantages parce que j'étais une femme. Mais une chose est certaine, je travaille dans un milieu d'hommes. Tu sais, aujourd'hui, par exemple, tous nos clients sont des hommes. Tous les rencontres que je fais à l'international, c'est avec des hommes. Je peux vous dire quelque chose, ils se souviennent toujours de moi. Tout le monde sait mon nom, tout le monde sait je suis qui. J'arrive dans une salle, tout le monde reconnaît Fanny. Tu sais, dans ma carrière, c'est sûr le fait que je ressortais du lot parce que j'étais une femme. Bon, quand j'étais en Ontario, parce que j'étais francophone, ben ça a fait que les gens se souvenaient de moi. Les gens, tu sais... Fait qu'il y a quand même aussi, tu sais, un avantage à être, tu sais, à sortir un peu du lot par rapport aux autres. Là. Ben, parfait. Je trouve ça vraiment inspirant de te voir, tu sais, justement, pas avoir peur puis pas prendre ça, ben, pas négativement, là, mais tu sais, de voir que pour toi, c'était comme, ben, je suis une femme puis je sors du lot puis c'est tant mieux, là, dans le sens où... Ouais, puis je pense que c'est important de l'aborder comme ça parce que des fois, puis là, je fais vraiment, vraiment attention à ce que je dis parce que je veux pas que ce soit perçu d'une mauvaise manière, mais ça peut être plus facile des fois de se percevoir un peu en tant que victime, on va dire. Puis je veux pas nécessairement dire victime, mais tu sais, de comme se dire, mais semble que le système est contre moi parce que c'est vrai qu'à quelque part, il l'est, là, tu sais, fait que c'est normal, c'est un sentiment qui est tout à fait justifié, mais tu sais, je pense qu'à quelque part, toi, on sent que tu l'as quand même vaincu, ce truc-là, puis que ça faisait comme plus nécessairement partie de ta perception, il était juste comme parti, puis que c'est là que t'as comme mis la switch à on, puis t'as fait « OK, let's go, j'y vais », puis justement, ça a comme frappé le monde, fait qu'à quelque part, je pense que s'il y aurait un bon conseil, tu sais, que moi, que je prends vraiment, mettons, de toi, de l'interview qu'on a eue, je trouve que ton aspect où est-ce que tu fonces, tu dis, tu sais, tu y penses pas au fait que tu es une femme ou pas, tu sais, c'est comme, on dirait, je suis Fanny, voici, tac, 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 ma vision, puis let's go, là, tu sais. Ben c'est sûr que c'est plus facile, tu sais, où je suis rendue là que quand tu as 23 ans puis tu prends ta première job. Tu sais, je vais juste être conscient. Puis là, je vais me permettre, là, Jérémy, je trouve ça toujours drôle de voir, il sait pas quel mot utiliser. Là, je veux pas dire victime, mais je trouve ça toujours le fun entendre les gars essayer de parler peut-être des difficultés d'être une femme dans un milieu non traditionnel. C'est certain que tu sais, quand t'as tout à prouver tout d'un bout, c'est là que ça devient plus dur. Tu sais, t'as pas encore ta crédibilité, t'as pas encore ta confiance, tu connais pas ton équipe, t'arrives, faut que tu te fasses un milieu de travail, t'es nouvelle, tu sais. Fait puis tout ça, ça serait vrai pour tout le monde. Puis en plus, t'es peut-être la seule fille dans une équipe de 25 gars, tu sais. Fait que là, c'est sûr que c'est sûr que ça crée, tu sais, ça crée des difficultés. Mais tu sais, moi, mon conseil, ça serait, tu sais, roule avec. Roule avec dans le sens que t'es une fille, t'es différente, t'as quelque chose de différent à amener. Les gens sont intéressés à ça. Les hommes avec qui je travaille, quand tu abordes ce sujet-là avec eux autres de façon positive, puis ils roulent avec. Tu sais, ici, je parle souvent avec mes gestionnaires, justement, tu sais, quand on amène tu sais, des jeunes filles dans des stages, tu sais, pas facile, tu es en 2e année de génie, tu arrives ici dans mon équipe d'ingénierie qui est comme du monde hyper technique, super brillant, tu sais, t'arrives là, déjà, tu te sens un peu poche, là, t'as juste 2 ans de fait, puis là, c'est tous des gars, puis, tu sais, bon, fait que, tu sais, mais roule avec, aborde-le, parle-en avec le monde, puis dis-toi qu'à la fin de la journée, c'est ton affaire, tu sais. Moi, mon affaire, c'était d'être une fille. T'as des gens qui... c'est peut-être des nouveaux arrivants, t'as des gens qui ont peut-être des handicaps, peut-être des gens qui parlent sur le bout de la langue. Je sais pas, là, tu sais, tout le monde a des affaires, mais, tu sais, pour moi, mon affaire, c'est, j'étais une fille.
Puis ça a fait partie de ma carrière, le plus, le moins. Tu sais, j'aurais pu passer ici, vous parler pendant 2 heures de temps, toutes les bébelles, tu sais, qui me sont arrivées. Tu sais, pas qui me sont arrivées dans le sens, mais tu sais, toutes les histoires que vous pouvez vous imaginer, tout ça. Mais c'était mon affaire, puis à un moment donné, j'ai décidé de rouler avec, puis c'était ça. Mais je trouve ça vraiment beau à voir, là, que t'as pris les défis, puis t'as ramené ça à quelque chose de positif, puis justement, t'as roulé avec, puis ça t'a fait sûrement grandir, puis tu prends ça d'un côté positif, là, je trouve ça beau. Puis visiblement, ça l'a bien tourné. Fait que ouais. c'est vraiment le fun. Puis tu sais, la meilleure pratique que t'as là, pour ta carrière de fille en génie, là, c'est l'université. Ça, c'est la meilleure pratique. Tu sais, c'est là que tu commences. C'est déjà... c'est ça, t'es déjà entouré d'un paquet de gars qui vont être des ingénieurs, puis tu sais, t'es déjà en formation, là, tu sais, c'est comme... Puis justement, tu sais, y en a-tu des trucs plus, admettons, concrets, tu sais, vraiment pragmatiques que t'aurais pour moi, tu sais, justement, les Filles de Génuel, je trouve que c'est une organisation qui, tu sais, c'est exceptionnel comme idée, là, tu sais, mais admettons, de s'impliquer dans des projets étudiants, ou je sais pas trop, tu sais, des fois, de développer, déjà commencer une intuition, ou tu sais, t'en as-tu des trucs quand même assez concrets, pragmatiques à ce niveau-là? Ben moi, c'est sûr que j'encourage beaucoup les gens à s'impliquer, justement. Que ce soit à l'université ou en dehors de l'université, peu importe, tu sais, le leadership, la gestion de projets au sens large, là je parle pas d'MS Project, là, mais la gestion de projets, être capable d'influencer un groupe, être capable de s'intégrer dans un nouveau groupe, bien, tout ça, ça se développe, ça s'apprend, puis tu sais, la plus belle école que tu as pour ça, c'est justement de faire partie des associations, des projets, des équipes. Ça peut être le sport en dehors, les cadets, les scouts. J'ai aucune idée là, ce que le monde, ça les allume, mais il y a tellement de façons de s'impliquer. Puis ça, pour moi, c'est la meilleure préparation que tu as pour justement développer ton leadership, ta confiance, ta crédibilité dans un contexte différent, là, mais... Tantôt aussi, tu as parlé de la vision qu'une femme apportait à une équipe. Qu'est-ce que tu penses qui est comme les éléments clés qu'une femme apporte dans une équipe? Puis qu'est-ce que la diversité dans une équipe, ça peut être positif? Comment? Ben, tu sais, il y a probablement autant de réponses qu'il y a de femmes, comme il y a autant de réponses qu'il y a d'humains. Fait que, tu sais, je peux... tu sais, c'est sûr que moi, je suis une personne très, très transparente. Moi, je dis les choses. J'invite mes équipes à discuter des vraies affaires. J'aborde beaucoup avec mes équipes, justement, le leadership, l'accompagnement qu'on fait avec nos jeunes ingénieurs. Nous autres, on a principalement des ingénieurs. On embauche beaucoup d'ingénieurs. Tu sais, comment on est capable de développer leur carrière, mais aussi... de les supporter, de leur permettre d'être bien dans leur milieu de travail parce que c'est ça qui va faire qu'à la fin de la journée, ils vont être capables d'être intenses au travail puis en donner plus. Moi, je veux pas que le monde vienne faire une job. Je veux que le monde change le monde quand ils viennent chez Créaforme. Je veux qu'ils aient le goût d'arriver puis de dire « Hey, aujourd'hui, je change le monde ». Mais pour ça, il faut que tu leur crées un contexte. Fait que c'est sûr que moi, j'ai toujours été très transparente, beaucoup de facilité, tu sais, à discuter les aspects plus personnels, plus émotifs, plus subtils un peu de la gestion. Ça, c'est quelque chose que j'ai intégré beaucoup dans mon leadership. Fait que moi, cet aspect-là qui est beaucoup moins tangible que justement, le MS Project qu'on a fait pour gérer le projet ou les tâches ou les revues, bien ça, en général, les gens, ils ont ça très naturellement ici. On a beaucoup de cartésiens. Donc, moi, je pense que je suis capable d'amener un aspect beaucoup moins tangible puis de faire valoriser ce que tu décrivais un petit peu tantôt, Jérémy, par rapport au milieu de travail qui font que les gens arrivent, t'espères qu'ils sont en feu quand ils arrivent le matin, puis quand ils arrivent ou quand ils sont chez eux en télétravail, peu importe son où. Là. Ben, je trouve que c'est un super beau segment, puis même moi, je trouve que c'est un parallèle qui est vraiment bien vers l'escouade campus de Créaforme. Puis tu sais, je pense c'est un des traits que vous savez, mais je trouve que ça se développe honnêtement, puis tu sais, là, je trouve, ça fait 4 ans que je suis à l'Uni, on peut pas dire que j'ai un bagage super long, on va dire. Ma base de données est pas très bonne, mais je trouve que entre le début de mon bac puis la fin de mon bac, il y a la COVID, il y a toutes sortes de patentes, mais bref, il y a pareil un sentiment, une volonté, puis je dirais que c'est peut-être en général des entreprises, particulièrement Créaforme, d'aller vraiment vers les universités, puis on dirait repousser, ordonner, puis tu sais,
vraiment, vraiment en donner plus. Ça vient-tu de toi, ça, ces idées-là de Créaforme, Campus, tout ça? Ou bien c'est... Tu sais, ça se situe où, justement, dans ton parcours? C'est sûr que j'avais exprimé une volonté qu'on ait plus de présence sur à l'université pour être capable, d'aider les jeunes à faire le pont en ce qu'ils étudient et ce qu'ils pourraient faire plus tard, pour être capable aussi de bien faire comprendre aux gens c'est quoi Créaforme, qu'est-ce qu'on fait. Tu sais. Créaforme, on ne fait pas beaucoup d'affaires au Québec. Tu sais, si tu ne t'intéresses pas à Créaforme, nous, notre clientèle est à l'international. Il n'y en a pas au Walmart des scanners. Non, pas mettons. tant. Ouais, c'est ça. Donc, tu sais, si tu peut-être au Canadian Tire. c'est sûr que si tu t'intéresses pas un peu à Créaforme, même si on essaye d'avoir un petit peu de présence, ben, tu sais, on n'est pas une des entreprises les plus connues dans la région. Fait qu'on voulait aussi, puis là, on ne cacherait pas, on veut trouver les meilleurs talents pour qu'ils viennent changer le monde avec nous autres. Moi, j'avais émis cette volonté-là qu'on fasse les choses, mais comme tout chez Créaforme, moi, je mets la volonté, je demande aux équipes d'y réfléchir, il y a du monde qui lève leurs mains, puis pouf, c'est parti. Écoute, tu sais, toute l'escouade campus est partie avec, tu sais, 3-4 personnes qui ont vraiment pris ça. Puis là, c'est adjoint à ça un paquet de monde qui était mobilisé par la cause. Puis c'est super mobilisant faire du recrutement. Hein. Tu vas dans différents contextes parler avec des jeunes qui sont aux études. Puis là, tu parles de ta job, puis le travail que tu fais, puis tu reviens, tu te dis « Crime, c'est vraiment cool. Ma job, finalement. » Tu sais, c'est une activité qui est facile à se mobiliser. Fait que moi, le seul travail que j'avais à faire, c'est leur donner les moyens, puis les encourager, puis les remercier du travail qu'ils font. Fait que je suis vraiment fière de comment, tu sais, ça a été, comment ça s'exécute, puis, tu sais, comment les gens sont vraiment inventifs là-dedans, puis essayent d'y mettre plein de passion. Ben, c'est vraiment cool. Puis, c'est d'aller rencontrer, là, comme tu dis, si les gens vont sur le campus, puis que sont motivés puis sont le fun, c'est encore plus le fun pour les étudiants d'aller à la rencontre de gens qui ont vraiment le goût de travailler puis qui sont vraiment bien dans leur milieu. Là. Puis tu sais, ça, je pense que ça apporte de toi puis de la volonté que toi t'as avec la compagnie. Ben, tu sais, pour que je fasse un stage il y a 3 ans puis que je m'en rappelle ouais. autant comme ça, ben à quelque part, tu sais, Mm-hmm. je veux dire, puis je pense vraiment que ça a été un point tournant dans ma, je veux dire, carrière. Tu peux dire carrière, oh, c'est oui, correct. carrière, mais je pense que justement, c'est exactement comme tu disais tantôt, de détruire le sentiment d'imposteur, de faire confiance aux gens, de leur donner des responsabilités. Ça fait que le monde, tu sais, au début, tu rentres dans le bac, mais tu rouvres la porte, c'est quand tu fais un stage de même que tu mets le pied dedans. Tu sais, avant, la porte est ouverte, tu regardes, tu dis « ça a l'air cool, ça a l'air cool », puis là, tu regardes, « hey, ça a l'air fun, lui, ce qu'il fait », mais à un moment donné, quand tu te mets le pied dedans, c'est là que tu fais « oh, ok, wow », puis tu sais, je pense que c'est important de donner vraiment l'opportunité comme ça, transparente, fait que c'est quelque chose que vous faites de vraiment, vraiment, vraiment bien, là. Oui, c'est important pour nous, notre programme de stage. Là, on essaie d'amener beaucoup de stagiaires. On essaie de s'assurer. Tu sais, la limitation vient des fois de s'assurer qu'on a quand même des projets intéressants puis que quelqu'un est capable de bien s'occuper des gens qui viennent ici parce qu'on entend beaucoup là, des fois des stages que le monde se sont un peu tourné les pouces ou ils ont fait un peu plus de travail administratif ou des choses comme ça. On veut pas ça. Fait qu'on essaie de trouver le bon endroit à se positionner pour avoir du monde qui font du travail qui est important pour nous puis qui leur permet de se développer aussi. Je trouve, dans les questions aussi qui restaient à faire, ben là, il y en a plein, là, c'est comme à chaque podcast, on est jamais capable de passer au travers. Mais il y en avait une, moi, que j'ai highlightée puis que je trouve qui est vraiment importante. Peut-être ça va faire un beau segment aussi vers tout ce qu'on a parlé. L'aspect le plus difficile à maîtriser dans la gestion d'une équipe, selon toi, c'est quoi? Puis comment as-tu appris à l'aborder? Vous avez des questions difficiles. Tu peux prendre le temps d'y penser. Non, j'y pense, oui. L'aspect le plus difficile pour moi dans la gestion d'une équipe, c'est quand on veut vraiment faire des choses transformationnelles. Et c'est difficile de vouloir amener des gens à voir quelque chose qui n'existe pas encore. C'est pas tout le monde qui a cette même capacité-là. Fait
comment l'aborder, c'est pas toujours clair. Tu sais, il y a des choses, tu sais, il y a des tâches, des processus d'affaires qui sont bien clairs, puis tu veux les améliorer, puis tout ça. Ça, pour moi, c'est des choses qui sont relativement faciles, bien acquis. C'est quand tu arrives, puis tu te dis, bon, on voudrait faire, mettons, une restructuration d'une partie d'équipe ou de département, ou peu importe, puis d'être capable de travailler avec les gens, leur donner une vision de où est-ce que tu veux aller, mais en même temps, il faut que tu leur donnes assez d'espace pour qu'eux puissent bien intégrer ça puis participer à cette solution-là. Mais en même temps, s'ils l'ont pas fait, c'est probablement parce qu'ils l'ont pas vu. Fait que c'est quand on tombe dans ces contextes-là de changement puis d'amélioration que là, c'est jamais la même recette. Il faut vraiment que tu repenses à ta stratégie, aux individus que tu as là, comment tu es capable de leur partager la vision, l'écart que tu vois, l'opportunité que tu vois. Puis là, tu mets ça dans une échelle où est-ce que tu as peut-être des équipes à l'international. Là, ça devient complexe. Là, il n'y en a pas de... Il y a pas de façon de faire standard. Là. Fait que ça, pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus challengeant. Puis clairement, ce qu'il y a de plus le fun aussi. T'sais, pour moi, c'est les deux. Là, c'est les choses qui sont les plus intéressantes à faire, mais que c'est ça. Il faut se gratter la tête, puis des fois, on commence pas de la bonne façon, puis on revient, puis on repart, puis ça prend 3-4 fois. Des fois, ça peut prendre 2 ans à réussir à faire des choses comme ça, mais c'est ça. Puis ça doit passer par une communication. Là. Tu dis, il faut que tu communiques des choses qui sont pas qui sont pas encore là. Fait que d'avoir une bonne communication dans ton équipe, puis en tant que leader, avoir toi-même une bonne communication de qu'est-ce que tu veux, de qu'est-ce que tu t'attends. Ouais, ça doit passer par là. Absolument, absolument. Puis, tu sais, c'est tellement un aspect important de la gestion, la communication, d'être capable de bien communiquer souvent au bon moment. Puis, on manque toujours de temps, puis on communique jamais assez. Je vous disais tantôt, on a fini une acquisition il n'y a pas très longtemps. J'ai voyagé beaucoup, je n'ai pas été beaucoup. Puis, il y avait un projet, entre autres, qui ressemblait un peu à ce que je vous décrivais. Puis, mes équipes m'ont dit, ouais, là, c'est pas facile, t'es pas là beaucoup, Fanny. Puis, bon. Puis, c'est pas parce que je suis pas disponible, ils peuvent m'appeler, me rejoindre, mais c'est pas pareil que j'arrête à ton bureau, je rentre, on refait le monde en 10 minutes, puis je repars, puis je suis plus clair. Bon, tu sais, fait que la présence, là, tu essaies de faire ça avec du monde qui sont à l'international, fait que cette communication-là est tellement importante, puis elle n'est pas facile dans la réalité où est-ce que les équipes grandissent, etc. Là. Fait que, même, genre, tu sais, à quelque part, il y a de la communication, puis je trouve aussi, des fois, le plus difficile, admettons, c'est de soi-même faire l'exercice de c'est quoi ma vision, puis de l'exprimer clairement, puis là, de dire, tu sais, au début, moi, mettons, ce que je fais, c'est que je pars avec, tu sais, des affaires à schéma, là, fait que, tu sais, mettre des petits rectangles avec des flèches, puis qui pointent vers une autre affaire, puis tout, mais t'as pas le choix, à un moment donné, de décortiquer ton idée, puis ça a l'air si clair dans ta tête, puis quand c'est le temps de le mettre sur un papier, tu fais, ouais, finalement, c'est vrai que... Je ne sais pas trop, c'est que je m'en vais. Mais tu sais, des fois, c'est correct de pas trop le savoir, tu sais. Moi, la beauté, la beauté de mon travail, c'est que, tu sais, j'ai du monde exceptionnel qui travaille dans mes équipes, tu sais. J'ai des vice-présidents avec de l'expérience exceptionnelle, tu sais. Fait que j'ai même pas besoin de me rendre aussi loin de ce que tu as dit des fois, tu sais. Pour moi, c'est de montrer c'est quoi l'écart, comment ça diverge un peu de notre plan d'affaires, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Puis... c'est à eux avec leurs équipes, d'aller faire ça. Mais ouais, c'est ça. Mais tout trouver cette bonne façon-là d'aborder tout ça, pour moi, c'est ça. C'est la partie la plus tough et la plus fun. Ben, dans ton choix, tu as dit que tu transférais à la Polytechnique pour des raisons personnelles. Mais est-ce que, c'est arrivé le féminicide à la Polytechnique là, qui est arrivé en 89, je crois? Oui. C'est quand même un événement marquant de l'histoire du Québec, puis pour les femmes en général. C'est un événement qu'à chaque année, on fait une commémoration à l'université, puis même moi, ça me touche zéro, mais ça m'a fait quand même... je suis une femme en génie, je trouve que ça me touche directement. Fait que est-ce que dans ton choix, c'est quelque chose que tu as pris en compte, que pour toi, c'était-tu comme pas un blocage, mais de dire... Je m'en vais en génie dans une école où cet événement-là, de ce type-là, est arrivé.
les gens en parlaient, tu sais, les gens en parlaient-tu? C'était-tu... Oui, c'est sûr que, tu sais, dans ce temps-là, c'était très, très présent. Encore aujourd'hui, mais on peut s'imaginer. Tu sais, moi, j'ai la sœur d'une de mes meilleures amies qui a été blessée pendant... qui était à Polytechnique. Quand j'ai dit à mes parents que je m'en allais à Polytechnique, ça, ma mère a trouvé ça très, très difficile. Moi, l'effet que ça a eu sur moi, par exemple, par contre, c'est... là, vous allez dire, ouais, c'est un peu cliché, mais moi, j'ai dit... Non, au contraire, on va leur montrer. Tu sais, c'est un peu l'effet pour moi que ça a eu pour moi. Il est hors de question que je laisse ça m'affecter. Puis là, je disais à ma mère, statistiquement, ça n'arrivera plus. Tu sais, c'est statistiquement. Mais moi, c'est un peu la posture mentale que j'ai décidé de prendre. Tu sais. Puis c'est sûr que quand tu arrives à Polytechnique, ça fait 2 ans, un petit peu plus que 2 ans que c'est arrivé. Tu sais, il y a encore... il y a quand même encore des signes puis des séquelles de ça, mais moins que j'aurais pensé quand je suis arrivée là-bas. Tu sais, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de pratiques qui avaient été changées, ce qui était acceptable dans les initiations. Tu sais, il y avait quand même beaucoup de sensibilité sur un paquet d'affaires. Puis là, c'est sûr, quand c'est le temps de la commémoration, ben, tu sais, l'impact que ça a, c'est majeur. Donc c'est ça. Fait que, puis tu sais, je veux dire, c'est sûr que moi, je trouve ça très émouvant à chaque année. Puis, tu sais, je prends le temps de faire une réflexion. Tu sais, c'est quand même un peu fou ce qui s'est passé à Polytechnique, là, quand on y pense. Ouais. Puis tu dis, il y avait des séquelles un peu à l'école, ce qui est totalement normal, mais l'ambiance à l'école, c'était-tu différent? Mettons, tu as vu l'Université Laval puis la Polytechnique, il n'y avait pas d'ambiance. Non, moi, ça je m'attendais de sentir ça, puis ça, j'ai pas senti ça quand je suis arrivée là-bas. Tu sais, comme je te dis, il y avait de la sensibilité par rapport à certaines des politiques qu'il y avait, puis tout ça. Puis, mais j'ai pas senti, tu sais, une lourdeur ou quoi que ce soit quand je suis arrivée là-bas. Je n'ai pas senti ça, puis je n'ai pas senti une grosse différence avec, tu sais, ce que je chantais à Laval. Là. La seule différence entre Polytechnique et Laval, c'est clairement, Polytechnique, c'est une école d'ingénierie. Il n'y a que des ingénieurs dans tes cours. Dans le bâtiment, il n'y a que des gens qui étudient en génie. Donc, c'est différent de Laval où est-ce que tu as quand même beaucoup plus de mixité et de diversité. Fait que, tu sais, il y a du positif puis du négatif dans les deux. Là. Moi, je pense que la diversité qu'on a à Laval dans les pavillons est positive, personnellement. Si on n'avait pas eu ça, je ne serais pas allée en génie, tu sais. Oui, c'est vrai. Tu serais une chercheuse j'aurais qui pas... sait où, là. Je sais pas si tu me connais un petit peu, Jérémy, tu peux m'imaginer avec un sarrau en train de faire de la recherche à longueur de journée, mais je pense que j'aurais été très, très malheureuse à faire ça. Oui, pour avoir saisi quand même, je pense, comment tu es. Ouais, je dis pas que je le vois pas, là, mais je pense que c'est mieux où est-ce que tu es. Puis, je pense que oui. Justement, moi, tantôt, ça a tellement piqué ma curiosité. Là, je trouve que c'est le genre de truc qui est le fun dans le podcast. Tu disais les autres choses que tu aimes, là, les autres bacs que tu voudrais faire. Hein. Tu sais, comme, c'est drôle parce qu'au dernier, je parlais avec Mathieu Fortin, puis lui, quand il est arrivé devant un orienteur, l'orienteur, il a dit, ben, soit que tu vas en philosophie, en musique ou en génie. Fait que là, lui, il a dit comme... Il a choisi génie, mais tu sais, je pense que c'est un peu typique peut-être du monde qui sont curieux, là. Puis justement, toi, ça ressemble-tu à ça? C'est comme éparpillé de Ah ouais, moi, c'est super éparpillé. Puis tu sais, tu me le demandes là, je vais te donner une réponse. Tu me le demandes dans 1 an et demi, je vais peut-être te donner une autre réponse. Parce que c'est quoi la réponse d'aujourd'hui? La réponse d'aujourd'hui, c'est clairement associé à l'histoire. Je suis déménagée dans le Vieux-Québec il y a 1 an et demi. Tu sais, quand les enfants sont partis de la maison, je demeure dans une maison qui a été construite en 1790. Depuis que je suis déménagée, je suis une passionnée de l'histoire du Québec, de l'histoire de Québec, qui est fascinante, puis tout ce qui a attrait à ça. Fait que là, moi, j'irais faire des cours d'histoire. Je suis vraiment... Puis là, je me dis après ça, mais j'aimerais ça faire des cours d'architecture pour comprendre tout. Mais tu sais, pas architecture pour devenir architecte, là, mais tu sais, plus l'histoire de l'architecture, histoire de l'art, puis tout ça. Mais là, après ça, je suis en l'histoire, là, ça m'intéresse d'aller en géographie, parce que là, tout ça, c'est interrelié. Puis là, je me dis, ouais, mais dans le fond, ça devrait peut-être plus être en sociologie. Bon, tu vois, là, je pourrais continuer comme ça. Il faudrait sortir de l'atlas de la vie, oui, c'est ça. Puis juste feuilleter page par page.
Donc, pour conclure un peu, là, on se demandait si tu étais pour revenir en arrière au début du bac, quand tu savais pas en fait dans quoi tu t'en allais. Quel conseil tu donnerais à toi, plus jeune, en y repensant maintenant? J'en aurais beaucoup. Va pas en bio. Hein? Va pas- Reste pas en bio. Ça, c'est le conseil que je me donnerais. Mais, tu sais, c'est comme tout, ça a fait partie de m'aider à décider la bonne chose. Tu sais, moi, j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune. Puis mon coach, elle me disait toujours, tu joues comme tu pratiques. Mais je devrais dire, elle nous disait. Moi, je me faisais sélectionner, tu sais, sur des équipes. J'ai quand même fait un peu d'élite, puis tout ça. Pas parce que j'étais la meilleure, parce que j'étais pas mal intense dans les pratiques. Puis ça, les coachs aimaient ça parce que, tu sais, ça l'entraîne les autres. Ben, ça serait un peu... Tu sais, moi, je transposerais ça un petit peu, tu sais, dans ta carrière. La réalité, c'est que dans ta carrière, tu sais, tu vas travailler comme tu étudies. Tu vas travailler comme tu t'impliques. Tu sais, fait que pour moi, d'apprendre à mettre de l'intensité dans ce qu'on fait, puis de l'intégrer, cette intensité-là. Puis, tu sais, l'intensité, en passant, je veux dire, moi, je suis super verbomoteur, puis je suis très, très... Bon. Mais c'est pas ça, là, de l'intensité, là. Tu sais, l'intensité, c'est de la passion, c'est de la concentration, c'est de l'effort, c'est essayer de trouver des façons novatrices de faire les choses. Tu sais, ça se traduit dans plein d'affaires. Puis, quand on va vers les choses dans lesquelles on est capable d'être intense, bien, naturellement, on va vers les choses qui nous intéressent, dans lesquelles on est bon. T'sais. Essayez pas de trouver la carrière sur papier qui est la meilleure. Essayez pas d'aller faire ce que votre ami fait. Essayez pas. Faites les choses dans lesquelles vous êtes capable d'être intense, passionné, dans lesquelles vous avez des choses à contribuer. Puis ça va vous amener, ça va vous ouvrir des portes. T'sais, il n'y en a pas de carrière prédéterminée, il n'y en a pas de bonne ou de mauvaise décision. Ce qui est certain, c'est que quand tu fais des choses, si tu es capable de les faire avec passion puis intensité, tu vas contribuer. Puis si tu contribues, ça va t'ouvrir des portes. Puis ça, pour moi, ça a été ça l'histoire de ma carrière. Puis moi, ça m'a amené ici. Tu sais, puis c'est pas tout le monde ne veut pas se ramasser dans un rôle de présidente. Ce qu'on veut, c'est se ramasser dans une place où est-ce qu'on se réalise, où est-ce qu'on a l'impression de contribuer, puis où est-ce qu'on est heureux. Mais pour moi, ça, cette notion-là de mettre de l'intensité puis de la passion dans chacun des choix puis des choses qu'on fait, je trouve que ça peut juste nous amener vers un des bons endroits, parce qu'il n'y a pas juste un bon endroit, right? Surtout dans ton cas. Ouais, c'est ça. Ben, sur ce, ben, merci beaucoup. C'était vraiment intéressant puis vraiment inspirant. Merci vous énormément, Fanny. êtes vraiment un Merci beau beaucoup. modèle, ben, surtout de femmes pour nous. Ben, ça me fait vraiment plaisir. Vous êtes super fin d'être venus visiter. C'est vraiment une belle chose que vous faites. Bravo, les filles, pour Génie UL. Je vous l'ai dit tantôt, avant qu'on commande le podcast, je vous le dis officiellement. Si vous avez besoin d'aide, ça va me faire plaisir de contribuer. Mais c'est sûr qu'on ne dira jamais non à quelqu'un d'inspirant à venir inspirer les jeunes. Puis on vous donne un beau petit cadeau, cool, un il est de nos super tote bags. beau, en plus. Ah, ben, il est vraiment beau. Hey, merci beaucoup. Motiver, informer, promouvoir. Hey, c'est super beau. Comme ça, je vais me souvenir de vous autres quand je vais faire mes petites commissions dans le Vieux-Québec. Parfait. Ouais, vous le porterez fièrement. Moi, Très. mes parents, ils le portent. Je suis même merci, maman, papa. Super.